Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. La semaine dernière, souvenez-vous, nous avons quitté les rivages fumants de la ville de Troie. Après 10 années de guerre, la plus célèbre cité du monde grec n'était plus qu'un amas de ruines. Les remparts réputés imprenables étaient tombés. Les palais brûlaient. Les vainqueurs embarquaient enfin pour retrouver leur foyer, leur famille et cette vie ordinaire dont ils avaient, été privés pendant une décennie. Et donc on pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Après tout, la guerre est terminée. Les Grecs ont gagné. Hélène a été retrouvée. Les héros peuvent donc rentrer chez eux. Sauf que, non, Homère n'est pas de cet avis, parce que l'Iliade raconte comment gagner une guerre, l'Odyssée raconte ce qui vient après. Et ce qui vient après est parfois plus difficile. Parmi tous les héros qui ont combattu devant Troie, aucun n'est plus célèbre qu'Ulysse. Roi d'Ithaque, guerrier courageux, diplomate habile, stratège redoutable, inventeur du cheval de Troie, il est surtout celui qu'Homère appelle l'homme aux 1000 ruses. Un personnage fascinant, capable de tromper ses ennemis comme ses alliés, de convaincre les foules par son éloquence, de se sortir des situations les plus désespérées grâce à son intelligence. Pourtant, quand la guerre s'achève, ce héros exceptionnel ne parvient pas à accomplir ce qui devrait être la chose la plus simple au monde, rentrer chez lui. 10 ans de guerre et 10 ans de voyage, 20 ans d'absence, 20 ans pendant lesquels son épouse, Pénélope, l'attend, 20 ans pendant lesquels son fils, Télémaque, grandit sans son père, 20 ans pendant lesquels son vieux père à lui, Laërte, se consume dans le chagrin. Pourquoi un tel retard ? Pourquoi les dieux semblent s'acharner sur lui ? Pourquoi cet homme, qui a survécu à la guerre de Troie, doit-il encore affronter des monstres, des magiciennes, des tempêtes, des naufrages, des géants anthropophages, des créatures marines et même le royaume des morts ? À première vue, la réponse paraît simple. Ulysse est victime de la colère des dieux. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire ? Parce que quand on regarde de plus près, une autre question apparaît. Et si les dieux n'étaient finalement pas les seuls responsables ? Et si certaines catastrophes étaient aussi la conséquence des choix d'Ulysse lui-même, de son orgueil, de sa curiosité insatiable, de son goût du risque, de cette fameuse intelligence extraordinaire qui lui permet de résoudre tous les problèmes, mais aussi qui l'entraîne parfois dans de nouveaux dangers ? Derrière les cyclopes, les sirènes, Circé ou Calypso, Homère ne raconte peut-être pas seulement un voyage maritime, il raconte la transformation d'un homme, l'apprentissage douloureux d'un héros qui doit comprendre qu'il existe des choses plus précieuses que la gloire, plus importantes que la victoire et même plus désirables que l'immortalité. Alors aujourd'hui, on va embarquer à bord des navires d'Ulysse. Quittons les ruines de Troie, affrontons les tempêtes de Poséidon, les chants des sirènes, descendons ensemble jusqu'au royaume des morts et tentons de répondre à cette question qui traverse finalement toute l'œuvre d'Homère. Pourquoi Ulysse met-il 20 ans à rentrer chez lui ? Est-il vraiment seulement la victime des dieux ou son plus redoutable adversaire ne serait-il pas lui-même ? Dans 5000 ans d'histoire, Ulysse, l'homme qui ne pouvait pas rentrer. Les amis, avant de reprendre cette incroyable aventure, j'ai un petit message. Voilà, on va vous faire gagner un ouvrage magnifique, Le Grand Atlas des rois et des reines, paru chez Glénat. Vraiment, franchement, un ouvrage somptueux. Comment jouer ? C'est très simple. Vous allez envoyer, si vous le souhaitez, votre numéro de téléphone à l'adresse suivante, contact@timeline-story.fr. Je répète, contact@timeline-story.fr. Votre numéro de téléphone. Ce numéro sera tiré au sort et vous serez appelé. Et vous serez appelé le 18 juin. C'est un peu notre côté farceur, si vous voulez. Ce sera l'appel du 18 juin. Voilà, c'était rigolo. Rassurez-vous, aucun numéro, évidemment, sera conservé. Évidemment, on est entre nous, donc il n'y a aucun... on ne revend rien. C'est vraiment un petit jeu entre nous. C'est, l'histoire de dire l'appel du 18 juin, ça nous faisait marrer. Et puis, pour vous faire gagner ce super bouquin qui, franchement, pèse son poids. Et est franchement somptueux. Allez voir sur Internet. Il est absolument magnifique. Voilà. Alors on va reprendre ensemble l'histoire.
quand l'Odyssée commence, Ulysse n'apparaît pas. Ça peut surprendre. Le héros dont tout le monde connaît le nom est absent des premiers chants du poème. Homère fait un choix étonnant. Avant de nous raconter les aventures du roi d'Ithaque, il nous montre ce que son absence a produit. C'est terriblement contemporain, c'est incroyable. Et ce spectacle n'a rien de glorieux. 10 années se sont écoulées depuis la chute de Troie. 10 années durant lesquelles aucun navire n'est venu annoncer la mort ou la survie d'Ulysse. 10 années de silence. À Ithaque, plus personne ne croit vraiment au retour du roi. L'île vit dans une sorte d'entre-deux, si vous voulez. Ulysse n'est pas officiellement mort, mais il n'est plus vraiment vivant non plus. C'est un peu le côté physique quantique. Il n'est ni mort ni vivant, il est les deux à la fois. Voilà, son royaume existe encore, mais il n'a plus de maître. Son palais est debout, mais son autorité a disparu. Et dans l'Antiquité grecque, c'est quand même une situation extrêmement dangereuse. Parce que le roi n'est pas seulement un chef politique, il est le garant de l'ordre voulu par les dieux. Son absence et son absence prolongée a donc créé un vide. Et dans ce vide, vont s'engouffrer les ambitions, les rivalités et les convoitises. Et peu à peu, les jeunes nobles des îles voisines convergent vers Ithaque. Ils ne viennent pas, évidemment, pour soutenir la famille royale, non, ils viennent tout simplement pour s'emparer du pouvoir. Vous connaissez l'adage, c'est la nature a horreur du vide, donc voilà, c'est comme ça. Leur stratégie est simple, épouser Pénélope. Parce que celui qui deviendra l'époux de la reine, automatiquement va devenir roi d'Ithaque. Et donc, jour après jour, il s'installe dans le palais. Et puis, semaine après semaine. Et puis, année après année. Ils mangent les troupeaux d'Ulysse. Ils boivent son vin. Ils utilisent ses serviteurs comme les leurs. Ils brûlent son bois. Ils organisent des festins permanents. Ils se disputent bruyamment la main de Pénélope. On voit ça dans la bande-annonce du film qui va sortir prochainement. Donc ils agissent déjà comme des souverains. Et Homère les présente comme l'exact contraire d'Ulysse. Là où Ulysse est intelligent, eux sont brutaux. Là où Ulysse est réfléchi, eux sont impulsifs. Et là où Ulysse respecte les règles de l'hospitalité, eux les piétinent. Parce que dans le monde grec, l'hospitalité est sacrée. Elle est placée sous la protection de Zeus lui-même. Un invité doit être accueilli avec respect. Mais un invité qui abuse de son hôte devient coupable d'une faute grave. Or, les prétendants vivent depuis des années aux dépens de la maison royale. C'est devenu des parasites. Et personne n'est capable de les arrêter. Certainement pas le fils d'Ulysse, Télémaque. Et quand son père est parti pour Troie, il ne faut pas oublier, Télémaque n'était qu'un nourrisson. Maintenant, c'est un jeune homme. Mais il a grandi dans l'ombre de cette fameuse absence. Il n'a jamais connu son père. Il n'a jamais appris à commander. Il n'a jamais dirigé d'homme. Autour de lui, les prétendants carrément le méprisent. Ouvertement, ils le traitent comme un enfant. Pire encore, ils savent que s'il devient un jour adulte et revendique l'héritage d'Ulysse, probablement qu'il faudra l'éliminer, il devient dangereux. Et donc Télémaque vit dans une situation totalement absurde. Il est à la fois l'héritier légitime du royaume, mais il n'a aucun pouvoir. Il est chez lui, mais il vit comme un étranger. Alors face à cette situation, Pénélope tente de gagner du temps, parce qu'elle est convaincue, elle, d'une chose. Tant qu'elle refuse de choisir un nouvel époux, le royaume demeure symboliquement celui d'Ulysse. Alors elle imagine l'une des ruses les plus célèbres de toute la littérature mondiale. Elle annonce qu'elle choisira un mari lorsqu'elle aura terminé un magnifique linceul destiné à Laërté, le vieux père d'Ulysse. L'idée paraît parfaitement respectable. Laërte est âgé, il vit retiré du monde, il est consumé, lui, par le chagrin. Préparer ses funérailles semble une marque de piété filiale. Donc les prétendants acceptent d'attendre. Sauf que ce qu'ils ignorent, et ce que vous savez évidemment, je pense, c'est que chaque nuit, quand tout le monde dort, Pénélope défait patiemment ce qu'elle a tissé pendant la journée. Le travail n'avance donc jamais. Le temps semble suspendu. Et pendant des années, cette ruse protège la maison d'Ulysse.
Évidemment, rien n'est éternel. Une servante finit par révéler le secret. Les prétendants découvrent qu'ils ont donc été trompés, leur colère est immense, ils comprennent surtout que Pénélope n'a jamais eu l'intention de choisir l'un d'entre eux. Alors là, la situation à partir de ce moment-là devient explosive, le temps joue désormais contre la reine, et c'est là qu'intervient Athéna. Depuis le début de l'Odyssée, la déesse veille discrètement sur la famille d'Ulysse. Athéna admire le roi d'Ithaque pour son intelligence, sa prudence, mais elle éprouve également une profonde affection pour Télémaque. Elle voit en lui un jeune homme honnête, réfléchi, courageux, dont le potentiel demeure étouffé par les circonstances. Alors elle prend l'apparence de Mentor, l'ancien précepte du prince. Elle lui tient un discours décisif. Au lieu d'attendre passivement le retour de son père, il doit agir, chercher, questionner, voyager. En d'autres termes, grandir. Télémaque décide alors de quitter secrètement Ithaque. Et pour la première fois de sa vie, il prend une initiative. Pour la première fois, il se comporte en héritier d'Ulysse. Son voyage le conduit d'abord à Pylos, auprès du vieux Nestor, puis à Sparte, chez Ménélas et Hélène. Et partout, il entend les récits de la guerre de Troie. Partout, il découvre la grandeur de son père, de ce père qu'il ne connaît pas. Partout, il comprend qu'Ulysse est devenu une légende. Mais surtout, il apprend une chose essentielle. Ulysse n'est peut-être pas mort. Quelque part au-delà des mers, il serait encore vivant. Et cette révélation change tout. Parce que pendant que Télémaque apprend à devenir un homme, son père lutte toujours pour rentrer chez lui. Donc il y en a un qui cherche son père, l'autre qui cherche sa maison, et c'est cette double quête qui constitue le véritable point de départ de l'Odyssée.